pas qui commence. C'est moi qui Nicolas. commence, Allez, avec c'est effectivement Catherine sur ce schéma d'actualisation. 3 parties. Moi, rapidement, je parlais du contexte économique local. Catherine parlera, elle, du schéma proprement dit. Et après, moi, je reviendrai également sur un certain nombre de filières d'excellence. Donc, sur cette diapositive, vous allez voir un rapide portrait des caractéristiques de notre territoire. Un territoire qui, déjà, d'un point de vue démographique, est plutôt en croissance, même si elle est légère. C'est à noter parce que c'est l'un des seuls territoires avec le Haut-Doubs et le Grand Dijon qui est en croissance démographique sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui elle est plutôt une région qui est en décroissance d'un point de vue démographique. Un taux de chômage de l'ordre de 5%, donc qui est plus faible que celui du Doubs, plus faible que celui de la région, et puis surtout plus faible que la moyenne nationale, qui est à 7,4%. Même si on constate quand même sur notre territoire une augmentation d'à peu près 0,2 points sur le territoire de GBM au cours de l'année qui vient de s'écouler. Un territoire avec une vocation tertiaire, 42% des revenus, que ce soit public ou privé, et puis une activité industrielle qui est de l'ordre de 16% des emplois, mais simplement 11% des revenus. Il a noté aussi l'aspect étudiant, avec plus de 25 000 étudiants, notamment avec une université pluridisciplinaire et différents établissements d'enseignement supérieur. Une dynamique assez forte, qui est la plus forte au niveau de la région, sur la création d'entreprises, près de 9 000 créations d'entreprises lors des 4 dernières années. C'est plus, par exemple, que la capitale régionale dijonnaise, une densité commerciale également assez forte. Voilà, rapporté à la population, avec des axes stratégiques qui sont vraiment liés à notre histoire, notamment par rapport aux microtechniques qui ont su se réadapter à des secteurs émergents d'un point de vue économique, comme celui de la santé, de l'aéronautique, de la défense, par exemple, du luxe ou de l'horlogerie. Alors après, si on regarde, vous entendez quasiment tous les jours les médias parler d'un ralentissement potentiel pour l'année 2025. Donc effectivement, ça se confirme, y compris sur Besançon, notamment au niveau industriel. Il y a déjà le contexte national qui est un peu incertain. Donc il y a des lois nouvelles comme les lois Pinel qui peuvent avoir un impact. Il y a la loi ZAN sur laquelle il y a un certain nombre aussi d'incertitudes. Je rappellerai quand même que l'ex-premier ministre Michel Barnier disait il y a une quinzaine de jours que selon lui, le ZAN ne devrait pas intégrer l'activité économique, ce qui changerait radicalement beaucoup de choses. Donc on doit attendre globalement ce qui va nous être proposé par les futurs gouvernements. L'un des points majeurs de difficulté, c'est le recrutement. Donc 32% des entreprises estiment qu'effectivement l'aspect recrutement est vraiment un secteur, tout secteur confondu, est un vrai problème dans la stratégie de développement des entreprises. Et puis une particularité concerne notre territoire, des réserves foncières moins abondantes que la moyenne, ça je l'ai souvent dit, et des tailles de parcelles qui sont plutôt petites. Alors pour répondre à une question qu'on me posait tout à l'heure par rapport à la DM3 et le fait qu'il y avait un décalage d'une opération, là aux alentours de 550 000 euros, c'est simplement un terrain qui est sous compromis de vente, simplement la vente aura bien lieu en 2025 et pas en 2024. Ce qui explique globalement le fait qu'il y ait eu ce décalage. Donc c'est vraiment une opération d'ordre, mais le projet se fera bien. Il concerne la zone Madeleine-Bresse au Tilleroy. Voilà rapidement pour le contexte économique et politique. Et puis donc je vais donner la parole à Catherine pour le schéma qui est l'objet même de la délibération. Merci beaucoup, Madame la Présidente et Nicolas. Nous avions donc validé en mai 2022 un nouveau schéma de priorisation de développement des zones d'activité économique qui avait arrêté 71 hectares de foncier ciblés en première priorité et 19 hectares en priorité secondaire à l'horizon 2050. Nous avons eu, c'est pas loin, mais tout de même, nous avons eu depuis ce vote de nombreux échanges sur ce sujet du développement des zones d'activité au sein de cette Assemblée, en bureau débat et dans de nombreuses réunions liées notamment à la planification SCOT PLUI. Et nous avons lancé aussi en parallèle plusieurs études sur nos fonciers classés en priorité 1, donc les études comme par exemple les fouilles archéologiques et toutes les études environnementales. Montrant donc, comme on s'en doutait un petit peu, mais tout de même qui conforte l'idée qu'il y aurait une réelle différence entre le foncier brut envisagé et celui qui sera finalement mobilisé. Tout cela nous a conduit à revisiter le schéma.
Nous présentons donc ce soir les propositions de ce COPIL qui ont bien sûr été validées depuis dans nos instances habituelles. La volonté est donc de proposer une nouvelle offre complémentaire de ce que nous avons déjà acté, cela en assurant un véritable maillage du territoire, s'agissant particulièrement de l'artisanat, et dans le but de répondre aux besoins exprimés par les communes, mais aussi par les artisans TPE qui cherchent à s'installer. Les évolutions donc proposées sont donc les suivantes. Donc, tout d'abord, retravailler la programmation de Nouvelle Ère. Cela fera l'objet de la délibération suivante qui sera présentée par Marcel Felt. Il s'agit de faire évoluer une programmation exclusivement tertiaire vers une offre orientée vers l'industrie légère et l'artisanat. Nous avons évoqué à plusieurs reprises cette possibilité et partagé, il me semble assez largement, qu'on ne pouvait plus attendre et laisser le site sans solution. Il s'agit donc de permettre là la mutation de 3,3 hectares déjà anthropisés et à commercialiser désormais. Côté parc de l'échange, il est proposé de tenir compte d'une nouvelle étude sur le boisement et la biodiversité qui a été menée sur les fonciers qui restaient disponibles, étude qui a permis d'acter qu'une partie des terrains enfrichés pouvait être défrichée, ce qui permettra la commercialisation de 2,6 hectares, net cette fois, complémentaires, et une partie du foncier sera donc rendue à la nature. Il est proposé également de passer en priorité 1 les fonciers de Pouillé-Pelousé, ce qui permettra de mutualiser les travaux de la zone de Champusy et facilitera la création des voiries et des pistes cyclables pour les mener en même temps, et donc qui rationalisera bien sûr les coûts de viabilité. Idem pour le foncier des Andiétis, qui se trouve dans le prolongement de la zone BTC, ainsi que pour la zone Besançon-Franois qui jouxte celle des Hauts-de-Chazal. Enfin, il est proposé d'intégrer de nouveaux fonciers afin de répondre à la demande des entreprises dans des secteurs qui se trouvent à des emplacements stratégiques, juste à côté des portes du Haut-Doubs ou proche du Jura. C'est le cas donc de la zone de Noré-2 à Mamirol et les zones des Belles Ouvrières et de la Fouletière à Saint-Vite. Dans ces zones, il est prévu d'y installer prioritairement de l'industrie, de l'artisanat, du commerce de gros, de la logistique. Les activités tertiaires seront possibles uniquement si elles sont liées à la vie de la zone d'activité, comme par exemple les restaurants d'entreprise. En parallèle, je souhaite rappeler, Nicolas aussi bien sûr, le travail qui est mené pour mieux mailler encore le territoire pour l'accueil d'artisans. Là, on parle vraiment des petits artisans avec très peu de salariés, afin de rechercher un modèle plus vertueux en termes d'implantation, d'emprise au sol et économiquement intéressant pour les entrepreneurs. Le souhait est de pouvoir promouvoir des projets principalement dans des dents creuses ou dans des friches communales, par exemple. Une AMI est en cours pour un village d'artisans à Pouillé-les-Vignes. Une étude d'opportunité est en cours sur plusieurs secteurs de Grand Besançon, avec un focus particulier sur des terrains de Boussière dont nous avons parlé déjà aussi. Nous avons eu un COPIL en ce sens lundi pour mieux cerner les besoins des petits artisans et objectiver justement les propositions qui pourraient être faites. Des études sont aussi en cours pour envisager d'autres manières de gérer le foncier de Grand Besançon et adapter la stratégie foncière aux enjeux de la sobriété foncière que vient d'évoquer Nicolas, par l'intermédiaire par exemple du bail à la construction, mais aussi peut-être tout simplement en assurant une veille vraiment plus précise avec l'EPF sur de nouveaux terrains qui ont des emplacements stratégiques. Enfin, il ne faut pas oublier que dès à présent, Aménager mieux est promu par le service économique et par nos collègues Nicolas Baudin et Marcel Felt, qui, grâce à une charte environnementale et paysagère, qui est d'ailleurs plutôt bien acceptée, d'après ce qu'ils nous en disent par les prospects, donc le font de manière systématique. Une sensibilisation est effectuée donc, et permet l'intégration, par exemple, d'énergies renouvelables, de valoriser, enfin de sensibiliser à la récupération des eaux pluviales, à la couleur des façades. On sait qu'on a beaucoup parlé de cette partie importante, de la construction en hauteur, etc. Il faut également rappeler que nos services économiques travaillent aussi à la requalification des espaces et aménagements publics de certaines zones d'activité, en priorité avec le dossier sur Besançon-Chazolles. C'est un dossier qui est important, qui avance bien, mais qui interroge aussi sur nos possibilités d'intervenir à l'avenir, vu les montants de travaux estimés qui sont conséquents. Et malheureusement, ce qu'on ne peut pas forcément toujours mobiliser davantage dans le cadre du PPI, mais le travail est bien en cours
et va montrer ses fruits prochainement. Deuxième intervention. Non, oui. Je poursuis simplement la présentation des filières. Sur deux filières particulières. Celle concernant bio-innovation, le domaine des biothérapies. Il y a 3 ans, donc, il est inauguré sur les Hauts du Chazal un bâtiment qui s'appelle Bio-innovation. Donc ce bâtiment-là, au bout d'1 an, était totalement plein. Donc on est en train de réaliser un deuxième bâtiment qui va être immédiatement voisin. Donc qui va être le bâtiment Bio-innovation 2 que vous voyez ici. Donc c'est la vue d'architecte. Pourquoi le domaine des biothérapies? On a vu à quel point, notamment lors de la crise du Covid, que l'aspect sanitaire et souveraineté sanitaire était extrêmement important. Et Besançon a une spécificité, c'est notamment dans le traitement de tous les produits liés au sang, où on a avec l'EFS un établissement de grande renommée. Donc, on utilise à la fois notre compétence très grande dans le domaine des microtechniques et ce savoir-faire-là, on l'utilise dans le domaine du traitement ou du développement de matériel permettant de traiter le sang. Donc il y a eu des assises nationales et puis également des assises régionales. Donc c'est-à-dire que la région Bourgogne-Franche-Comté s'est énormément investie, elle a développé une feuille de route au mois d'octobre justement pour la région dans le domaine des biothérapies avec un rôle spécifique et particulier pour notre agglomération. Donc ce bâtiment-là sortira de terre d'ici le premier trimestre 2027. Le financement est totalement bouclé. Ce seront donc principalement des laboratoires de recherche et d'innovation, donc dédiés uniquement au domaine des biothérapies, des biomédicaments et de tous les médicaments de demain, du futur. L'autre filière sur laquelle je voulais insister, c'est celle du bâtiment dédié cette fois-ci lui au numérique qui sera situé de l'autre côté de la route de Dole. Donc le précédent était du côté des Hauts du Chazal, là on sera sur le quartier de Planoise. Donc un bâtiment qui sera uniquement dédié au domaine du numérique. L'objectif c'est la livraison au 2e trimestre 2027. Là, l'objectif, c'est de structurer d'une part la filière numérique. La filière numérique, d'un point de vue professionnel, a une spécificité, c'est que 2/3 des salariés sont des entreprises monosalariées. Donc le fait de réussir à les rassembler et à les unir, c'est déjà un vrai défi. Donc il y a une vraie nécessité, si ces entreprises souhaitent se développer, de réussir à structurer la filière. Il y a également l'aspect développement de tous les usages du numérique et tous les usages, on entend de plus en plus parler de tout ce qui est l'intelligence artificielle, qui est une vraie révolution. Donc il y a un besoin notamment vis-à-vis de nos citoyens, mais également vis-à-vis des entreprises qui sont vraiment confrontées à ces défis-là. Et par rapport à, je disais tout à l'heure, les difficultés qu'on peut avoir dans le domaine industriel, c'est vrai qu'en termes de robotisation et d'intelligence artificielle, on est quand même plutôt en retard au niveau français et ça doit être une source d'inquiétude. Un bâtiment donc à 10,6 millions d'euros. Ça représentera un coût total pour le Grand Besançon de 2,85 millions d'euros hors taxe, avec un retour en propriété de l'ensemble du bâtiment au bout de 25 ans. Et puis dernière filière, là j'en parle très rapidement puisque j'en parlais pour la première fois en bureau débat ce lundi, une nouvelle filière sur laquelle on souhaite vraiment travailler, tout ce qui est agro, bio et nutrition. Là aussi, on est plutôt en retard par rapport à d'autres régions ou d'autres territoires à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on souhaite vraiment développer un axe structurant sur cette nouvelle thématique, donc de l'agro, du bio et de la nutrition, sur lequel nous avons des vraies qualités. Donc, il faut réussir à structurer tout cela. Et donc, bien évidemment, ça n'empêche pas qu'on continue à travailler dans le domaine des microtechniques, de l'aérospatial, de la défense, du luxe, de la billettique, qui là aussi sont vraiment des secteurs d'excellence. Et notamment l'aspect microtechnique, c'est vrai que ça remonte à très loin, ça remonte à 1793, mais il y a un vrai savoir-faire dans la compétence et dans la maîtrise de la production d'objets de très petite dimension. Et ils représentent ces objets certainement l'avenir, puisqu'on souhaite avoir des objets de plus en plus connectés, intégrant le maximum de fonctions dans des objets de plus en plus petits et de moins en moins lourds.